J'avais pensé sous-titrer la conférence Est-ce que Donald Trump aurait pu naître à Montréal? Mais je me suis dit que je ferais quelque chose de plus neutre. Pourquoi les États-Unis ne sont pas français? Donc, il y a titre et sous-titre. Le titre, je pense, c'est un lieu commun. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Louis XV a fait une grave erreur. Maintenant, on va voir que l'erreur est passablement plus large que Louis XV. Déjà, Louis XIV en avait fait une belle lui aussi. Mais le sous-titre est volontairement provocateur. Évidemment, c'est une question assez complexe. Pourquoi les États-Unis ne sont pas français? Mais on va essayer d'explorer ça aujourd'hui et de le faire comme suit. Trois citations que j'aime bien d'abord. La première de Winston Churchill. The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see. C'est très intéressant le regard qu'on porte sur l'histoire. Plus on s'intéresse à l'histoire, plus on clarifie notre regard sur le futur. Alors, il y a un autre lieu commun qu'on dit que ceux qui ignorent l'histoire se condamnent à la répéter. Bon, c'est un peu simpliste, mais une chose est sûre, il y a des conséquences directes aux actes qu'on fait dans le présent et qui vont impacter l'histoire. Deuxième citation de Tocqueville, l'histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d'originaux et beaucoup de copies. Peu d'originaux et beaucoup de copies. Mais ça, il y a un lien avec le cadre théorique qu'on va utiliser, je vais vous expliquer. Et finalement, d'Albert Camus, désolé pour la citer Camus, mais il a quand même écrit de belles choses. La fiction est le mensonge par lequel nous disons la vérité. La fiction est le mensonge par lequel nous disons la vérité. Donc, on va se poser aujourd'hui une question de fiction. Qu'est-ce qui serait arrivé si Louis XV avait défendu la Nouvelle-France? On va le faire de la façon suivante. Donc, on va poser la problématique. On va poser l'aporie. Je vous expliquerai ce que c'est qu'une aporie, le cadre théorique qu'on va utiliser. Puis après, on va regarder le contexte historique. Donc, le point déclencheur, un sommaire de l'histoire de la Nouvelle-France, l'épopée mystique de la Nouvelle-France, parce qu'il s'est passé quelque chose ici qui ne s'est passé nulle part ailleurs. Donc, on va regarder ça. Trois fautes des différents gouvernements français, des différents régimes français. On va extrapoler à partir du cadre théorique qu'on a posé. Et on va essayer de se demander à la fin qu'est-ce qu'on peut en retenir. Donc, regardons différentes questions qui vont créer notre problématique aujourd'hui. Qu'est-ce qui sera arrivé si la couronne de France avait décidé de défendre la Nouvelle-France coûte que coûte? Quel aurait été l'impact de cette décision sur l'histoire de l'Amérique du Nord et du monde? Était-ce possible? Parce que c'est une vraie question. C'est beau de dire, ouais, mais est-ce qu'ils avaient les moyens de le faire? Avons-nous raison de parler de l'erreur de Louis XV comme étant la plus grande erreur politique de l'histoire, ou est-ce que c'est une exagération? Est-ce qu'on peut imaginer les États-Unis comme puissance française aujourd'hui? Ça fait rêver un peu, mais est-ce que ça a du sens? Et si oui, dans quel sens ça a du sens? C'est ce que je veux dire. Une aporie, en grec, c'est un endroit où il n'y a pas de passage. Alors, poros, en grec, c'est un trou. Hein, d'ailleurs, les pores de la peau, c'est les trous de la peau. Hein. Aporos, alors c'est un A privatif en grec. Aporos, ça veut dire où il n'y a pas de trou. Et les Grecs sont des penseurs, en fait, extrêmement pragmatiques. Hein. Les plus grands penseurs grecs sont rarement des idéologues, bien qu'il y en a eu. Ils essaient de comprendre les choses telles qu'elles sont et s'inspirent de la nature. Une aporie, c'est une rivière où je ne peux pas passer de nulle part. Alors, vous voyez bien une rivière, vous marchez sur le long de la rivière, puis vous dites, où est-ce que je peux traverser avec mon cheval, ma famille, voilà. Et il y a des endroits où on trouve un gué, où c'est moins creux, où il y a moins de courant, où il y a des roches, où on peut faire un petit pont, bon. Mais une rivière aporos, c'est une rivière où ça passe pas. Et donc, on se servait de cette image de l'aporie pour parler d'une question où on voit pas comment y répondre. On voit pas la réponse, on voit pas le passage pour pouvoir présenter une réponse. Alors, la question c'est, peut-on faire de l'histoire fiction? Est-ce qu'on peut retourner en arrière,
regarder l'histoire et dire, mais qu'est-ce qui serait arrivé si Brutus avait pas tué Jules, ou si, je sais pas moi, ou si Charlemagne s'était pas fait sacrer empereur, ou si Louis XV avait décidé de défendre les colonies. Bon. Est-ce que c'est pas une dérive dangereuse? Est-ce qu'au fond, on finit pas par dire n'importe quoi? Parce que c'est le danger. Je veux dire, à un moment donné, si on dit oui, d'ailleurs, il y a une expression en français qui dit « avec des si, on finirait par mettre Paris en bouteille hein. ». Donc, évidemment, si la ville est petite et si la bouteille est grosse, ben on met Paris dans une bouteille. Bon. Alors, c'est toujours le danger de faire ce genre de réflexion-là. Et si c'est pas bien cadré, ça risque de donner n'importe quoi. Peut-être quelque chose d'amusant, qui va faire un bon souper, mais pas nécessairement quelque chose d'intellectuellement satisfaisant. Pour le faire, je crois qu'il faut avoir recours à un cadre théorique. Et qu'est-ce qu'un cadre théorique? Ben, c'est une grille d'interprétation du réel. En sciences expérimentales, c'est des lois, par exemple. Vous connaissez l'exemple qu'on aime bien donner en sciences sociales, c'est de parler de Galilée qui lance ses 2 sacs et qui découvre, contrairement à l'hypothèse qu'il avait fait, que les 2 sacs sont arrivés en même temps au sol, hein, son sac de plomb, son sac de plumes. Il s'attendait à ce que le plomb tombe plus vite. Eh ben non, les 2 sont arrivés au sol en même temps. Comment comprendre ce phénomène? Ben, avec l'aide d'un cadre théorique. Et son cadre théorique, c'est la loi de la gravité universelle. Une fois qu'on a compris la loi de la gravité universelle, ça nous permet de extrapoler, de faire des déductions à partir de cette même loi. Donc, si j'avais tiré d'autres choses du haut de la tour, peu importe ce que je lance, en fait, il y a différents éléments qui peuvent jouer, je vous l'accorde, mais vous voyez l'idée. J'ai un cadre d'interprétation, une loi, et je vais l'appliquer en fonction des mêmes choses. Donc, pour discuter de l'histoire-fiction de manière intellectuellement satisfaisante, il va nous falloir un cadre théorique. Un cadre théorique qui va être un ensemble d'éléments qu'on sait vrais, par ailleurs, et qui, lorsqu'on s'en sert pour interpréter le réel, ben, va nous permettre d'avoir une réponse qui est crédible. Alors, le cadre théorique que je vous propose, c'est celui du néo-institutionnalisme. Néo-institutionnalisme historique. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? On va utiliser ici le concept d'institution. Alors, évidemment, un ministère, c'est une institution. La démocratie, c'est une institution. Mais au sens sociologique, le mot institution a le sens de n'importe quoi qui va normer le comportement d'un être humain. Donc, une coutume, c'est une institution. Pourquoi est-ce qu'on met des sapins de Noël dans notre maison à Noël? Il n'y a pas de loi, hein? Il n'y a aucune loi qui vous force à faire ça. On le fait parce qu'on le fait depuis toujours, parce que, ben pas toujours, mais ça fait longtemps, et c'est une culture, c'est notre coutume, ça vient de notre culture, et c'est une institution. Donc, nos institutions norment notre comportement. Ça va très loin, la plupart de nos comportements sont normés par des institutions. Hein? Pourquoi est-ce que je ne suis pas en train de chanter ma conférence? Je pourrais, hein? Parce que je sache qu'il n'y a pas de loi anti-chant, hein, mais ça se fait pas. Donc, à chaque fois qu'on dit « ça se fait pas », on peut pas faire ça, mais en fait, ça vient d'une institution qui va normer le comportement. Bien, l'histoire est ponctuée d'institutions, et il y a un grand historien qui s'appelle North, Douglas North, qui dit « History matters ». C'est une évidence, vous allez dire, mais en fait, c'est vraiment très vrai. C'est-à-dire que les décisions du passé ont une influence très importante sur nous, tellement que c'est à peu près impossible d'en sortir. Je vais vous donner des petits exemples. C'est ce qu'on appelle la dépendance au sentier. C'est-à-dire que nos grands-parents ont pris des décisions pour nous. Nos aïeux ont pris des décisions pour nous. Et aujourd'hui, on est pris avec. D'accord? Pour le bien, pour le mal, on est pris avec. Je vous donne quelques petits exemples qui sont comiques, mais qui vont vous permettre de comprendre le principe, comment les institutions
donc de l'histoire, peuvent normer aujourd'hui le comportement. Il y a un ingénieur de la NASA, il y a quelques années, qui essayait d'amener des fusées du Texas, je pense, en Floride, à Cape Canaveral. Et il voulait les mettre sur un train, c'est une très, très grosse machine. Et il avait un petit problème parce que il a réalisé que parce que la fusée dépassait le train. Donc, il a réalisé que les tunnels, en fait, de train étaient très peu, là, il manquait quelques centimètres là, de chaque côté, mais étaient trop petits pour faire passer ces fusées. Ce qui l'a rendu complètement fou. Il s'est dit, mais c'est complètement bête, il me manque un pouce de chaque côté, je peux pas passer ma fusée. Et donc, il a demandé à la compagnie de train, mais pourquoi est-ce que c'est cette largeur-là, vos tunnels? Et une largeur très bizarre, là, tu sais, je sais pas moi, 34 pieds, 6 pouces et 2 huitièmes, là, c'était bon. Et on dit, alors l'ingénieur savait pas trop pourquoi, donc il s'est mis à faire de la recherche. Et en fait, tous les tunnels dans le monde ont la même largeur. Pourquoi? Ben parce que c'est basé sur la largeur des rails. Oui, mais pourquoi est-ce que les rails ont encore là une largeur très bizarre? Hein? C'est, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais genre 5 pieds, 2 pouces et un quart. Là. Mais pourquoi ça? Ben, autre recherche, personne ne savait pourquoi c'était exactement ça. Parce que c'était exactement la largeur de la Via Romana, de la voie romaine. Partout en Europe, la voie romaine avait cette largeur-là, exacte. Donc, une mesure romaine. Et donc, quand on a commencé à faire des chemins de fer, on les a fait de quelle largeur? Ben, de cette largeur-là. De la Via Romana. On trouvait ça sympathique, il y en avait partout de toute façon. Donc, on a utilisé le gabarit. Bon. Mais pourquoi est-ce que la Via Romana a cette largeur-là? Une autre question. Il y a bien une raison pourquoi c'est pas plus large, puis que j'ai pas mes 2 cm sur mon... Eh bien, vous savez pourquoi? Parce que c'était la largeur parfaite pour mettre 2 chevaux qui avaient une charrette derrière. Et donc, l'ingénieur de la NASA de se dire, donc, c'est à cause de la largeur des derrières des chevaux romains que je peux pas envoyer mes fusées. Exact. Exact. La largeur des derrières des chevaux romains a déterminé une partie de l'histoire de la conquête de l'espace. Quand même exceptionnel. History matters. J'ai utilisé ce cadre d'analyse-là, le cadre, pour analyser le jeu problématique en Suisse et au Québec. Donc, j'ai regardé comment l'auto romande, donc en Suisse, mais dans la partie française de la Suisse, parle du jeu problématique, et je l'ai comparé avec l'Auto-Québec. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que la Suisse romande et le Québec, c'est 2 États qui sont francophones, qui sont dans un contexte fédéral, qui ont un monopole de jeu. Et en plus, ils sont membres d'une institution internationale qui s'appelle la World Lottery Association, qui donne un stempel de jeu problématique avec une définition. Eux-mêmes, ils ont une définition du jeu problématique. Donc, c'est sûr qu'au Québec puis en Suisse romande, on va parler du jeu de la même façon. Ben, pas du tout. La Suisse romande en parle de façon complètement différente du Québec. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que, ben oui, en Suisse romande, on parle du jeu comme Calvin en parlait. Ils s'en rendent pas compte, c'est des États qui sont aujourd'hui complètement laïques, mais les Suisses romands pensent comme des calvinistes. Et au Québec, notre site de jeu de l'Auto-Québec, ben, on y retrouve des arguments sur le jeu qui viennent de Thomas d'Aquin. Et parce qu'un Québécois, tout laïque puisse-t-il être, pense comme un catholique sur certains enjeux comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les institutions s'auto-renforcent. Vous avez vu l'idée le jour où j'ai décidé de faire une Via Romana de la largeur des derrières de chevaux romains, ben c'était beaucoup plus simple pour la suite de reprendre cette mesure-là. Et au fur et à mesure, les institutions s'auto-renforcent. Donc, alors, la critique qu'on fait à ce cadre-là, c'est que c'est du déterminisme, c'est-à-dire que, bref, on peut pas s'en sortir. Il y a des nuances. Mais c'est vrai que une fois qu'il y a une trajectoire qui est lancée, ça prend un choc pour sortir de la trajectoire. C'est possible, mais ça prend un choc soit exogène ou endogène.
Petit exemple que j'aime bien donner. C'est très intéressant quand vous regardez le système de santé public au Québec, par exemple. Très intéressant parce que c'en est une institution, ça. Puis, imaginez-vous un politicien qui se ferait élire avec le mandat de défaire le système de santé publique au Québec. En fait, je pense que c'est strictement impossible pour des raisons institutionnelles. Parce que la trajectoire est tellement forte, les institutions sont tellement dans ce sens-là, que c'est à peu près impossible, sauf choc exogène ou endogène. Si le COVID avait été la grippe espagnole, je pense qu'on aurait eu un choc qui aurait provoqué une occasion, du moins, de changement institutionnel. Et là, on aurait pu avoir quelque chose de nouveau. Mais sans choc exogène, les choses suivent leur cours. Et c'est vrai que c'est pas qu'on est déterminé, mais en partie oui. On est en partie déterminé. Qu'est-ce que vous voulez? Vous naissez en Suisse. J'ai un de mes collègues qui faisait son doctorat avec moi, qui est venu assister à ma défense, un Suisse roman, hyper laïque, je vous jure qu'il n'est pas religieux. Et il est venu me voir après la présentation, puis il m'a dit « Je déteste le jeu, mais j'ai jamais su pourquoi. » Mais t'es calviniste. T'es calviniste. T'es suisse. Donc, t'es calviniste, pose-toi pas la question. Ah, oui, c'est ça. Donc, des chocs exogènes. Alors, la conquête, en 1759, traité de Paris en 1763, c'est un véritable choc exogène qui aurait pu changer la trajectoire, qui a changé la trajectoire, parce qu'on a perdu la lien avec la métropole. Mais vous voyez qu'une fois qu'on comprend les principales institutions qui mènent une société, sans qu'il y ait de choc exogène, vous pouvez pas mal prédire qu'est-ce qui va arriver dans 50 ou dans 100 ans. Quand vous regardez la société romaine du 4e siècle, vous voyez venir les trucs. Bon, quand on regarde les choses aujourd'hui, on voit venir un certain nombre de trucs aussi. Les institutions sont fortes. C'est très difficile de revenir en arrière. Bon. Alors, pour être capable de comprendre quelles sont ces institutions, donc, qui étaient, je dirais, les vecteurs de la Nouvelle-France, et qui auraient pu continuer s'il n'y avait pas eu la conquête, parce que c'est toute la question, s'il n'y avait pas eu le choc de la conquête, qu'est-ce qui aurait continué? Il faut juste revenir et faire un petit point historique. Alors, sous trois grandes familles, le point déclencheur, c'est important de le rappeler parce que les gens ne réalisent pas. 2, les explorateurs, parler un peu de ce qu'ils ont fait, et parler du portrait de la Nouvelle-France. Est-ce que quelqu'un peut me dire, mes étudiants sont peut-être réveillés, quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce que les Européens sont partis vers l'ouest? Est-ce que vous le savez? Ah, mademoiselle. Pour trouver un nouveau passage pour aller en Chine. Oui, pourquoi on ne pouvait plus passer? Parce que la route de la soie était bloquée. Pourquoi la route de la soie était bloquée? À cause de la chute de Constantinople. Très bien. Donc, le point déclencheur, 1453, chute de Constantinople. Extraordinaire faiblesse des empires chrétiens qui ont laissé prendre Constantinople. Et d'ailleurs, les chrétiens de Constantinople se sont fait massacrer à cause encore de guerres. C'est l'histoire de l'Europe, c'est triste, mais c'est des guerres fraternelles, fratricides, entre chrétiens en Europe. C'est atroce, mais c'est vrai. Et Constantinople est tombé, malgré que le pape avait demandé au roi de France d'aller intervenir à Constantinople, et il ne l'a jamais fait. Bref, Constantinople tombe, et on passait par Constantinople pour pouvoir aller vers l'Inde, vers les Indes, pour entre autres le commerce de la soie, oui, mais pour les épices, entre autres, d'accord? Et donc, les 3 principaux explorateurs qui sont les plus connus, alors il y a Cristoforo Colombo. Vous connaissez Cristoforo Colombo. Cristoforo Colombo, en fait, c'est son nom ligure, parce que c'est un Génois. On l'a connu sous le nom de Christophe Colomb en français. Voilà. Alors, il s'appelait Cristoforo Colombo. C'est un Génois qui va partir pour l'Espagne, son premier voyage en 1492. Alors, le deuxième, Giovanni Caboto, qui s'était nommé John Cabot, de façon plus prosaïque, pour l'Angleterre, 1797.
Pardon, 1497, pardon, il y a une grosse erreur là-dessus. Vous m'excuserez. 1497 et non pas 15. Voilà. Et finalement, un peu plus tard, en français, ça leur prend toujours un peu plus de temps, Jacques Cartier en 1534. Donc, les trois, d'une façon ou d'une autre, partent avec cette idée qu'il faut trouver une nouvelle route vers l'Inde pour empêcher de se faire massacrer en passant par Constantinople. Ce faisant, bon, alors on savait que la Terre était ronde à l'époque, on le savait depuis la fin de l'Égypte antique, en fait, depuis l'Égypte ptolémaïque, mais on se doutait pas de la distance, par contre. On s'attendait pas à ce que ce soit si loin. Et quand on est arrivé en Amérique, déjà qu'on trouvait qu'on avait fait un bon bout, on était sûr d'être arrivé et ô combien on avait tort, il y avait un autre petit bout à faire. Voilà, on le découvrira peu à peu. Alors ça, c'est complètement hallucinant, mais regardez la carte en bleu, c'est la Nouvelle-France, telle qu'on la connaîtra jusqu'à la conquête anglaise. En fait, c'est plus ou moins vrai parce que il y aura le fameux traité d'Utrecht, le traité de la honte, qui va nous faire perdre l'Acadie. Hein, et ça, c'est l'erreur de Louis XIV, on y reviendra dans une seconde. Mais à part la courte intermission des frères Kirk, alors une histoire assez comique du temps de Champlain, je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire, mais des espèces de semi-pirates anglais qui sont arrivés, qui ont pris Québec à 2 reprises. En fait, ils l'ont pris une fois, ils ont eu le pire hiver de leur vie. Ils sont retournés en Angleterre et ils sont revenus et ils ont pris Québec quelques semaines trop tard. Et du coup, il y avait déjà un traité de paix qui avait été signé avec les Français. Et Champlain a réussi, alors qu'il était prisonnier en Angleterre, semi-prisonnier, il a réussi à faire remettre Québec aux Français. Mais vous voyez ça, grosso modo, là, à quelques exceptions près, là, c'est le diocèse de Monseigneur de Laval. Hein? Donc, vous comprenez la question, pourquoi est-ce que les États-Unis ne sont pas français? Et regardez-moi ça. Hein? Je veux dire, c'est absolument hallucinant. Bon. Évidemment, ça fait rêver, mais ça ne suffit pas de dire ça. François-Xavier Garneau, je ne sais pas si vous connaissez François-Xavier Garneau, 19e siècle, écrivain, historien. C'est intéressant parce que François-Xavier Garneau voulait faire une histoire laïque du Canada. Et voici ce qu'il écrit. Si nous voulions marquer en peu de mots les motifs qui ont amené les Européens en Amérique, nous dirions que les Espagnols y vinrent pour chercher de l'or, les Anglais la liberté politique et religieuse, parce que vous savez que les Anglais, il y a eu énormément de troubles suite au schisme, et l'alternance entre les couronnes catholiques et protestantes, anglicanes, et la persécution non seulement des catholiques, mais de toutes les espèces de bizarroïdes protestants, Quakers et autres pilgrims qui ont fini par venir se réfugier en Amérique. Et les Français pour y répandre les lumières de l'Évangile. Pendant longtemps, la voix de la religion dominait toutes les autres voix au Canada et à Paris quand il s'agissait du Nouveau Monde. Aussi bien le prosélytisme a joué un rôle capital dans l'établissement de la Nouvelle-France. Le missionnaire marchait à côté du défricheur pour l'encourager et le consoler. Il suivait l'explorateur en le traitant dans les courses périlleuses. Il s'installait parmi les tribus les plus reculées afin d'y annoncer la parole de Dieu. Maintes fois, on le vit tomber héroïquement sous la hache des sauvages qui avaient déclaré une guerre mortelle à ses doctrines. Son dévouement, surtout aux heures critiques de la colonie, était sans borne. Ça, c'est l'histoire laïque de la Nouvelle-France au 19e siècle. Il faut bien avouer que il y a au Canada français au 17e siècle une sorte de miracle, de microcosme catholique. Vous avez 14 saints et bienheureux au 17e siècle. Vous avez la liste là. En France, à la même époque, il y en a eu 13. D'accord? Il y en a 14 sur une population de 16 000 personnes à son fait. Je triche parce que c'est en 1700 qu'il y a 16 000 personnes. D'accord? Ça veut dire 0,8% de la population qui est béatifiée ou canonisée. Appliquez ça sur la population aujourd'hui du Québec, ça ferait 70 000. Canonisés ou béatifiés, alors qu'il y a 8 000 saints dans l'Église catholique.
OK? Est-ce que ça vous donne l'idée? C'est jamais arrivé nulle part. Nulle part. D'accord? Et si on continue pour parler de cette époque mystique, déjà au 16e siècle, la France ne ressemble plus du tout à la France du Moyen Âge. Déjà, la couronne française a profondément évolué, et alors que, je dirais, la société française, qui était une société basée sur les liens des hommes, hein, c'était toute l'idée du régime seigneurial et du lien entre le seigneur, entre le suzerain et son vassal. Cette société-là, médiévale, a très profondément été influencée par quoi? Par les marchands, par les bourgs, qui sont devenus des bourgeois, n'est-ce pas? Qui ont pris une bonne partie du contrôle, et la bonne vieille société tripartite avec les laboratoresses, les bellatoresses et les... Comment ils s'appellent en haut? Vous vous souvenez plus? Non? Les oratoresses. Donc, ceux qui travaillent, les bellatoresses, c'est ceux qui... Non? Ceux qui se battent et qui gouvernent. Et les oratoresses, ceux qui prient. Cette pyramide-là a été très profondément modifiée, donc par une bourgeoisie qui est en train de monter, par la fracture du protestantisme, parce que le protestantisme va venir je dirais, briser le tissu, l'unité du tissu social en France, et par le monde des idées qui commence à changer de façon très, très, très importante. Le jansénisme, qui va avoir une importance extrêmement, je dirais, non seulement importante d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue social et d'un point de vue politique. Le gallicanisme qui va le suivre, à savoir l'idée que l'Église de France est plus importante que l'Église de Rome. Vous avez aussi l'impact de ce qui va devenir les Lumières au 18e siècle, et donc toute une approche rationaliste on peut ramener à Guillaume d'Occam pour l'histoire des idées, mais qui en France va prendre pied dès le 16e siècle. Puis même, je dirais, quand vous regardez une certaine décadence des mœurs, certainement au niveau de la cour, quand vous regardez François Ier, on est très, très, très loin de Saint-Louis, là. Puis même au niveau, je dirais, de la gouverne, parce que Saint-Louis était roi de France, mais je veux dire, son pouvoir plénipotentiaire sur le territoire alors qu'il était la France était relativement limité. C'était un pouvoir d'honneur. Même quand il essayait de partir en croisade, il y avait de la difficulté à amener tous ses chevaliers. Mais il va y avoir une centralisation du pouvoir qui va culminer, alors qui déjà sous François Ier, Henri IV est déjà très avancé, mais qui va évidemment culminer sous Louis XIV. Bon. Pourquoi je dis tout ça? C'est que il se crée une idée en France que ça serait génial de pouvoir recommencer à zéro. Tabula rasa. On recommence la France de zéro. Faisons une France vraiment chrétienne. Et c'est d'ailleurs des idées qui vont être extrêmement présentes chez Champlain. Alors, Cartier, moins, faut l'avouer. Mais il n'était pas du tout dans une logique de colonisation. Il s'en allait trouver un chemin pour l'Inde, puis éventuellement rattraper une coppelle de poissons pour rentrer en France. Donc, mais Champlain, certainement, hein, puis regardez les textes de français, de Samuel de Champlain, qui écrit au roi. « J'ai toujours eu le désir, déclare-t-il, de faire fleurir dans la Nouvelle-France le lys avec l'unique religion catholique, apostolique et romaine. » Et pourquoi il le dit ici? Et c'est clairement une attaque contre le gallicanisme, à savoir cette tendance des évêques français à vouloir dire, en fait, nous avons la primauté et ce n'est pas l'évêque de Rome qui l'a. Deuxième extrait. J'espère que Dieu fera à Sa Majesté la grâce un jour de faire tant pour le service de Dieu, de sa grandeur et bien de ses sujets, que d'amener plusieurs pauvres peuples à la connaissance de notre foi pour jouir un jour du royaume céleste. Et ça, si on ne comprend pas l'idée du salut, on peut pas comprendre
16e et le 17e siècle en Nouvelle-France. C'est impossible. Les missionnaires qui viennent ici sont certains que les Indiens se damnent. Et donc, ils viennent parce que sinon, si les Indiens auraient pu se sauver autrement, ils seraient restés chez eux. Surtout quand vous lisez, je vais en parler plus tard, la lettre de Saint-Jean de Brébeuf. C'était pas Jojo, hein, on était au 17e ici, je vous garantis que ça prenait des hommes. Donc, il faut comprendre ça parce que c'est à la racine même de toute l'entreprise de colonisation. Au début, hein. Après, il y a eu toutes sortes de perversions. C'est une grâce spéciale de Dieu d'avoir voulu réserver sous votre règne l'ouverture de la prédication de l'Évangile et la connaissance de son Saint-Nom à tant de nations qui n'en avaient jamais ouï parler. Tant de gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, il faut aller leur en parler. Vous savez que Montréal est la seule ville du monde, je pense. Corrigez-moi si vous en connaissez une autre. Mais qui a été fondée suite à la demande d'une députation céleste. Vous savez que M. de la Dauversière, qui habitait tout près de Laval, j'essaie de me souvenir du petit village de la Dauversière. Ça va revenir. Bon. M. de la Dauversière était à Notre-Dame de Paris, c'est un laïc, qui a été béatifié par Benoît XVI. Non, béatifié par Benoît XVI. Il était donc laïque. Il faisait 1 an de collecte d'impôts, c'est un collecteur d'impôts, et 1 an pour ses œuvres de charité. Et il a fondé plusieurs monastères de femmes. Un homme, quand même extraordinaire. Et un jour, il était à Notre-Dame de Paris et il a eu une vision de la Sainte Famille qui lui a dit de fonder un hôpital à Montréal. Alors du coup, il est retourné chez lui. Ça doit frapper quand même, comme je dis. Il a ouvert la carte, il s'est mis à regarder. Le problème, c'est qu'il y en avait 7 des Montréal en France. 7. Donc, il a cherché, parce que la vision disait sur l'île de Montréal. Mais aucune des 7 n'était une île. Alors, il a passé plusieurs années à se demander où est cette île de Montréal. Jusqu'au temps où il entend parler en Nouvelle-France, de cette île qu'on appelait Montréal et qui était pleine de merveilles et de difficultés surtout. Et c'est lui qui est allé recruter M. de Maisonneuve pour aller fonder Montréal, et ça aussi, c'est une épopée absolument extraordinaire. Quand vous regardez donc la lettre de Brébeuf écrit au collège des Jésuites de cette fameuse ville, je cherchais le nom, hein, mais bon. Ce collège-là, c'est très impressionnant d'ailleurs de le visiter. Aujourd'hui, c'est une prépa militaire en France pour préparer Saint-Cyr. Et quand on rentre dans la chapelle a été rénovée contre-réforme. Absolument extraordinaire. Vous savez que le style contre-réforme, il y a eu la réforme protestante, d'accord, qui un des credos de la réforme protestante, c'est la messe, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas un spectacle. Hein, le sacrifice du Christ, c'est pas du théâtre. Et au Concile de Trente, on a fait, c'est pas du théâtre? Check bien ça. Et donc, l'architecture a transformé les églises en théâtre. Littéralement. C'est absolument extraordinaire. Donc, l'architecture contre-réforme, c'est des théâtres romains. Parce qu'il disait, en fait, la théologie appuyée par saint Thomas d'Aquin, mais il disait, c'est la plus grande pièce de l'histoire. Tout le théâtre du genre humain se joue là. Mais bon. Donc, donc, on rénove la chapelle du séminaire des Jésuites contre-réforme, donc un immense théâtre. Et à ce moment-là, Brébeuf était professeur, et un petit étudiant qui est rentré au collège, c'était Monseigneur de Laval, qui allait devenir Monseigneur de Laval. Donc, vous imaginez, il y a eu Brébeuf comme professeur, c'est quand même absolument extraordinaire. Et donc, Brébeuf, une fois rendu en Nouvelle-France, écrit aux Jésuites, parce que tous les petits Jésuites s'excitaient en disant « Oui, on va aller en Nouvelle-France, ça va être chouette. » Bon, il leur écrit, puis il devait recevoir des Jésuites plus ou moins bien formés. Il leur dit « Écoutez, c'est vraiment génial ici, sauf que... l'hiver, il fait moins 35, on meurt de froid,
mais c'était littéralement le cas, les gens mouraient de froid. Il parle des maisons longues dans lesquelles les Indiens vivaient, et il dit, on peut pas être debout. Pourquoi est-ce qu'on peut pas être debout? À cause de la fumée. On étouffait à cause de la fumée, on est obligé de se... Et en plus, l'hiver, on est obligé de rester près du feu. Pour dormir, faut se coller près du feu, et là, la chair brûle, on cuit, mais littéralement. Ou, on se tasse un peu, et là, on gèle. Vous avez le choix. Puis si jamais vous vous levez, vous étouffez. Beaucoup de bébés naissants me nourrissaient, hein, comme M. Beauchet en arrière. De cette grandeur-là, ils en perdaient beaucoup. À peu près tous les enfants qui naissaient pendant l'hiver mouraient. Parce que, dans cette fumée-là, ce froid-là. Bon. Alors, puis là, il disait l'été, c'est les moustiques, vous le savez. Puis ça devait être certainement pire à l'époque. Ils se faisaient dévorer tout cru. Bon, par les moustiques. Puis après ça, il dit, il faut vivre avec les mœurs des Indiens. Bon, c'est très joli, hein, quand on, mais, vous savez, les Indiens, c'est pas que des mœurs jojo, hein. Quand quelqu'un faisait pas l'affaire, on s'en débarrassait. Hein. Alors, ils hallucinent, sérieusement, du moins que c'est très, très dur. Mais dans la lettre, il dit, mais, après avoir fait la liste des raisons pourquoi il devrait pas venir, mais, si vous cherchez la croix du Christ, et que vous ne cherchez que la croix du Christ, alors ce pays est un pays de merveille. Et là, il se met à parler des âmes à sauver, puis c'est absolument extraordinaire. Et quand on lit ça aujourd'hui, en fait, c'est parfaitement incompréhensible pour nos contemporains. Parce que, comme Bible, là, je pense qu'il n'y a pas personne qui signerait là. Il faut vraiment rentrer dans une considération de salut et des considérations mystiques. Bel extrait de Chateaubriand, vous savez, le grand auteur Chateaubriand qui a écrit Atalante, entre autres, qui est une pièce absolument sublime, mais il dit, les brébeufs, en parlant de la Nouvelle-France, les brébeufs, les Lallemans, les Jogues, qui réchauffèrent de leur sang les sillons glacés de la Nouvelle-France. N'est-ce pas que c'est magnifique? Et c'est carrément ça. Quand on parle de Catherine de Saint-Augustin, vous savez, Catherine de Saint-Augustin, alors qu'elle était jeune, premièrement, c'était Saint Jean de Brébeuf qui était son directeur spirituel. Bon, il était mort depuis 25 ans. Des mystiques. Et Catherine de Saint-Augustin, le bon Dieu lui a apparu pour lui demander, est-ce que tu veux mourir aujourd'hui? Je peux t'amener au ciel. Ou encore, j'ai une mission pour toi. Elle dit, la mission, good. Est-ce que tu accepterais de prendre tous les démons de la colonie dans toi? Parce que comme ça, je ne promènerais pas un peu partout. Bon. Encore une fois, pas sûr de ce que ça veut dire, mais ça n'a pas l'air chouette. Et elle a dit, bon, d'accord, la mission. Et elle a été le réceptacle des démons de la colonie pendant des années. Quand vous regardez Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation, la mission qu'elles ont eue d'éducation auprès, entre autres, des petites Indiennes, c'est vraiment très impressionnant. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, je le dirai tout à l'heure, mais vous savez que Richelieu, le cardinal de Richelieu, avait décrété que les Indiens qui se convertissaient avaient le droit de déménager en France, pouvaient ester en justice, c'est-à-dire qu'ils pouvaient poursuivre, donc ils pouvaient être propriétaires, et donc ils avaient plein droit, comme n'importe quel Français. C'est de l'inconnu, là. Il y a pas de civilisation européenne qui a fait ça avec des Autochtones comme ça, sans aucune espèce de prérequis. Le baptême menait automatiquement à la citoyenneté française. C'est intéressant, hein, parce que c'est catholique et français. C'était une identité telle que tu deviens catholique sous notre couronne, t'es français. C'est super intéressant. Super intéressant. Bon. Donc, si alors évidemment, on a passé, il y aurait des heures et des heures et des heures à faire sur la Nouvelle-France, mais 5 vecteurs institutionnels. Vous vous souvenez, on cherche ces corridors-là qui auraient potentiellement continué. Il n'y a pas de raison pourquoi il n'aurait pas continué si on n'avait pas eu le choc de la conquête. La démographie, on y reviendra tout à l'heure, très impressionnant. Très impressionnant. 2, peu d'élites hors clergé. C'est une population sans élite, ou presque. Alors, il y a deux façons de voir ça. Évidemment, ça a un impact négatif certain. C'est-à-dire que la vie intellectuelle était certes limitée. Hein, pas beaucoup de cercles intellectuels en Nouvelle-France. Par ailleurs, aussi abrité du siècle des Lumières. Et on verra les conséquences que ça a plus tard quand on va penser à la Révolution.
Deuxièmement, le catholicisme. Un catholicisme qui est essentiellement jésuite. D'accord? Et c'est vraiment très important. Parce que c'était pas le cas en France. Les jésuites avaient assez peu d'influence. Mais au Canada, bon, ils ne seront pas les seuls, hein, mais essentiellement les jésuites. Bon, il va y avoir du jansénisme au Québec, mais plus tard, puis une sorte de jansénisme particulier. Ça ne sera pas le jansénisme gallican français. En fait, il n'y a pas de gallicanisme en Nouvelle-France. Puis il y a eu de vrais impacts sur les lois, encore aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure. L'économie, alors, agriculture et ressources naturelles, évidemment. On est coureur des bois ou on est agriculteur. Si vous voulez faire d'autres choses, vous allez vous ennuyer longtemps. Là. Donc, le bois, les peaux, très peu de capitaux. Ça aussi, par ailleurs, c'est pour ça que je vous disais, les États-Unis aujourd'hui, ça serait jamais devenu les États-Unis qu'on les connaissait. On avait à peu près pas de capitaux. Et donc, il n'y aurait pas eu ce développement industriel comme il y a eu à cause de l'Angleterre via les États-Unis. Parce que l'Angleterre, c'est quand même la base de la révolution industrielle à cause de l'afflux de capitaux et de tout ce qui s'en est suivi. Voilà. Et les relations avec les Autochtones, qui avaient rien à voir avec les relations que les Anglais avaient, qui avaient aucun problème à leur passer la petite vérole quand c'était nécessaire, ce qui est pas du tout que les Français. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème dans ce que les Français ont fait, mais par ailleurs, absolument rien à voir avec l'attitude des Britanniques. Bon, les trois faiblesses, par contre, que la Nouvelle-France a eu. Un, colonisation à peu près nulle. À peu près nulle. On va y revenir. Deux, Louis XIV et le traité d'Utrecht. Et Louis XV et la guerre de 7 ans. Et là, ça, c'est l'humiliation totale, absolue. Commençons par la colonisation. Donc, 10 000 colons français entre 1535 et 1763, dont seulement 2000 femmes. Et les 2000 femmes, c'est essentiellement grâce, en fait presque 1000, 987, viennent des filles du roi. Qui d'ailleurs, j'en profite pour faire un point, d'ailleurs j'espère que certains de mes amis français vont écouter ça, je leur dis d'ailleurs, mais c'est très important de leur faire comprendre que le français du 17e siècle, en fait c'est essentiellement nous qui l'avons. Et ça s'explique très bien parce que à l'époque, au 17e siècle, il n'y a à peu près aucune unité linguistique en France. D'accord? C'est complètement éclaté. Vous avez, d'une part, des gens qui viennent d'Île-de-France, donc qui ont un parler du roué, hein? Mais vous avez des Bretons, vous avez des Normands, vous avez des Picards, vous avez toutes sortes de patois, ce qui fait qu'en Nouvelle-France, personne ne se comprend. C'est un vrai problème. Alors, un, personne ne se comprend, tout le monde parle des patois bizarres, et deux, il n'y a pas de femmes. C'est un gros problème. Et donc, on va envoyer les filles du roi, donc 987 filles qui vont arriver sur quelques années, qui arrivent toutes de collège versaillais, et qui ont été choisies en fait, c'est une expérience eugéniste. C'est de l'eugénisme total. On les a pris pourquoi? Parce qu'elles étaient suffisamment en santé pour être capables de survivre le voyage. Et pas juste ça. C'est des filles d'officiers. Toutes des filles d'officiers morts au combat. Donc, elles sont pupilles de France. Donc, génétiquement, c'est quand même des filles d'officiers. D'accord? Et qui ont été élevées dans des grands collèges français, à Versailles, pupilles du roi. On en prend 987 qu'on envoie au Canada, les plus fortes. Et elles devront se retenir. Et donc, elles arrivent avec la parlure de l'Île-de-France. Et c'est bien ce qu'elles vont imposer à leurs enfants, ce qui fait que quand de Bougainville se présente à la fin du régime français, en 1750 quelques, quand il se présente en Nouvelle-France, il fait « Mais ici, les paysans parlent comme le roi. » Parce que les paysans, ils descendent de filles. Et à l'époque, alors Louis XV disait « Le roué des François, c'est moi. » Hein, on diphtonguait. Et les R étaient très, très lâches. Hein, donc, on parlait. Alors, c'était très... et c'était le bon parler, le bien parler français. Donc, notre accent québécois, en fait, c'est du français des Îles-de-France du 17e siècle. C'est le français du roi. Il a évolué, je vous l'accorde. Mais comme on a été coupé de la colonie, en fait, c'est fou parce que 100 ans plus tard,
Parce qu'en France, qu'est-ce qui va arriver? Avec le changement de régime, on veut chasser l'ancien régime et on veut tout chasser de l'ancien régime, même l'accent. Et donc, on va même venir à dire, on veut plus parler comme le roi, on va utiliser le français des bourgeois. Et c'est le français des bourgeois qui va devenir le français parisien d'aujourd'hui. Ce qui fait que, je me souviens plus de son nom, mais quand un autre Français qui débarque en 1880, et il dit, en parlant des Québécois, des Canadiens français, on ne comprend rien de ce qu'ils disent. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors qu'ils ont gardé le patois du roi. C'est absolument fantastique. Mais bref, une des fautes originelles de la France, c'est de ne pas avoir encouragé la colonisation. À peine 10 000 colons en l'espace de 130 ans. C'est rien. Regardez la comparaison. 400 à 500 000 Anglais vont venir entre 1607 et 1775. Et au début de la guerre de 7 ans, ils vont être 2 millions. Alors que nous, on sera 70 000. 2 millions contre 70 000. D'accord? Alors, vous avez déjà un fort élément de l'histoire qui avait été posé. Alors, comme je disais, la colonisation anglaise vient, entre autres, essentiellement des tensions religieuses en Angleterre, la révolution de Cromwell, bon, toutes ces idées-là, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Angleterre. Alors, première erreur, Louis XIV. Louis XIV, alors, il a fait un très beau château. Il avait de lui-même une idée assez superbe, disons-le comme ça. Il avait des mœurs assez dissolues. Bon, il est mort chrétiennement, paraît-il. Mais disons que ça faisait un peu de fin de race, la cour de Louis XIV, hélas. Et un de ses grands projets, c'était d'unir la couronne de France et la couronne d'Espagne. C'était un de ses grands rêves. Et d'ailleurs, lorsque le dernier Habsbourg va mourir en Espagne, il va avoir l'idée d'imposer un Bourbon, donc un de ses parents, au trône d'Espagne. Et ça a mené vers la guerre de succession d'Espagne, qui s'est terminée par le traité d'Utrecht. Et qu'est-ce que ça a donné dans les faits? Très peu de choses, parce que, bon, il réussira jamais à unir les deux couronnes. Oui, il va réussir à faire mettre un Bourbon en France. Il va se fâcher avec une bonne partie de l'Europe. Et finalement, il va être obligé, à cause des alliances intra-européennes, d'abandonner une partie de la Nouvelle-France, à savoir la partie que vous voyez là en orange. Donc, vous avez la partie ici qui a été donnée, ainsi que Terre-Neuve. Alors, il laisse les îles de Saint-Pierre et Miquelon, les fameuses zones de pêche. Ah oui, désolé pour la... Puis, jusqu'en 1909, les côtes de Terre-Neuve vont être considérées comme côtes françaises. Ça a été concédé au traité d'Utrecht et ça n'a jamais été vraiment changé. Sauf que, bon, plus trop utilisé par la suite. Mais bref, on va donner l'Acadie française et ça va mener au grand dérangement, c'est-à-dire à la déportation des Acadiens. Ce qui est horrible là-dedans, c'est que au fond, Louis XIV n'a absolument pas considéré les Canadiens français qui étaient en Amérique du Nord sur ces territoires-là et les a cédés en fait pour un projet politique qui suivait une guerre absurde en fait quand on regarde de loin. Évidemment, quand on remet tout en contexte, on peut toujours trouver des motivations, mais c'est quand même, comme je vous dis, c'est l'histoire de l'Europe, c'est les chrétiens qui se tapent dessus, c'est vraiment déprimant en fait quand on voit ça. Bien. L'abandon de Louis XV maintenant. Alors, déjà, il y a eu le traité d'Utrecht, qui était vraiment pas fameux certainement pas fameux pour les Acadiens. Et il arrive là, ce que Churchill va appeler la Première Guerre mondiale, et il faut bien avouer que c'est probablement, non pas la Première Guerre mondiale, celle de 14-18, bien sûr, mais la vraie Première Guerre mondiale, en fait, la guerre de 7 ans, qui va s'échelonner de 1756 à 1763 et au traité de Paris.
vous avez une poudrière, parce que vous avez plusieurs conflits entre la France et l'Angleterre, rajoutez la Prusse et l'Autriche. Donc, les tensions entre Français et Anglais sont très grandes aux Indes, parce qu'on se bat pour les comptoirs aux Indes, en Amérique du Nord aussi et sur les mers. La Prusse veut garder ses récentes victoires. L'Autriche de Marie-Thérèse veut se venger parce qu'ils ont perdu des territoires à la Prusse. Les Russes entendent bien jouer un rôle dans l'histoire. Les Suédois aussi vont venir de jouer dans la partie. Et il va se développer deux axes, la France et l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre. Et il faut bien voir que Georges II, l'Anglais, vient d'Hanovre et donc a une sympathie pour la Prusse et la défense d'Hanovre. Alors, la guerre va éclater, et ce qui est épouvantable avec la guerre de 7 ans, c'est que à la fin, il y a à peu près rien qui a bougé. À peu près rien, sauf qu'on a installé la puissance de la Prusse en Europe, qui va avoir des conséquences graves pour la suite, et on a établi la superpuissance de l'Angleterre. En fait, le grand gagnant de la guerre de 7 ans, c'est clairement l'Angleterre. Et le génie de sa victoire, c'est essentiellement William Pitt l'Ancien, parce qu'il y en a deux, il y a William Pitt l'Ancien et William Pitt le Jeune. Il va être premier ministre de Georges III pendant la guerre de 7 ans, et un visionnaire, il est absolument convaincu que la puissance du royaume anglais va passer par la puissance des colonies et donc par la domination des mers. Et il va faire un investissement extrêmement important de troupes en Amérique et va détruire à peu près jusqu'à néant la marine de guerre française. D'ailleurs, c'est un désastre, le traité de Paris, mais c'était tellement désastreux cette guerre-là que on a crié au génie de Louis XV d'avoir réussi à garder ce qu'il avait gardé. Je peux vous donner une idée à quel point ça a été une catastrophe. Juste pour regarder l'investissement, les Anglais voulaient l'Amérique du Nord. Ils ont investi 25 à 25 000 soldats stationnés en Amérique du Nord pendant la guerre. De 20 à 25 000. Contre 4 à 6 000 pour la France. Quand vous regardez les investissements financiers, c'est le double. Vous avez le double d'investissement pour l'Angleterre en Amérique du Nord que pour la France. Donc, Louis XV était écartelé entre son soutien aux guerres fratricides européennes, a tenté de défendre l'Inde et tenté de défendre l'Amérique du Nord, très mal dans tous ces cas-là, et n'a pas investi ce qu'il fallait faire. C'était très intéressant parce que l'Angleterre, par ailleurs, a tellement investi qu'il s'est endetté en fou, ce qui fait qu'après la guerre de 7 ans, ils se sont tournés vers les colonies, les 13 colonies, en disant, bon, maintenant qu'on vous a défendu contre les méchants français, maintenant on va payer un peu, on va taxer un peu le thé. Vous connaissez l'histoire, ça s'est très mal passé pour la suite. Bon, pour les étudiants, vous verrez, mais ça, c'est le Boston Tea Party, etc. Alors, en admettant que Louis XIV et Louis XV, parce qu'évidemment, si vous regardez les 2 dernières années de la guerre de 7 ans, Louis XV ne pouvait rien faire. Il était complètement foutu. La suite de combats qu'il avait fait, les investissements qui avaient été faits depuis Louis XIV un peu partout, en fait, si on veut remonter, c'est jusqu'à Henri IV qu'il faudrait remonter en disant des erreurs de la couronne française qui n'a pas pris sérieusement l'Amérique du Nord. Alors que les Britanniques l'ont fait. Alors, ça n'a pas été simple. Il y a eu toutes sortes de débats. William Pitt se faisait prendre pour une espèce d'illuminé qui pensait seulement aux colonies, etc. Il avait raison. Hein. Il avait juste raison. Donc, si la France était sortie de guerre absurde en Europe et avait concentré ses efforts militaires sur la solidification de l'Amérique, que serait-il arrivé? Bref, la question, vous me permettez, c'est une immense parenthèse, mais on vient au cœur de notre question, puis à la problématique. Si, disons que d'Henri IV à Louis XV, on avait vraiment fortifié ce royaume-là, et qu'on n'avait pas voulu le donner, c'est vraiment pas impossible de penser que la partie... Alors, les 13 colonies auraient été là, c'est sûr, mais le reste du territoire aurait pu rester français. Donc, qu'est-ce qui serait arrivé sur ce territoire-là? Ben, regardons-le à la lumière des 5, je dirais, sentiers
pipeline, si vous préférez, institutionnel. Regardons la question de la démographie. Bon, alors Philippe de Villiers dit « L'histoire, c'est la démographie, c'est elle qui l'enfante. Hein, la démographie enfante l'histoire. Elle est sans pitié quand elle redistribue les cartes. Car c'est elle aussi qui commande toutes les dynamiques de puissance et parfois tire un trait sur les peuples qui ne veulent plus vivre parce qu'ils n'ont plus la force de se perpétuer. » Qu'est-ce que vous voulez? On sort pas de ça. Sans la démographie, on est foutu. Regardez la Nouvelle-France. On est 16 000 en 1700. D'accord? On est 70 000 en 1763. En 63, on a eu une croissance de 338%. À peu près pas de colonisation. À peu près pas. Deuxième période, donc en 1790, on va être 160 000. Donc en l'espace de 27 ans, on a une augmentation de 128%. On a plus que doublé. Et là, colonisation, zéro. On n'a pas un seul colon français qui vient là. Après ça, si on va jusqu'en 1840, on est rendu 600 000 Canadiens français lors de l'acte d'union. Donc, en 50 ans, 275%. Donc, si vous vous amusez, regardez de 1700 à 1840, la progression que vous avez, et que vous projetez la même projection sur aujourd'hui, en disant qu'on a continué à croître de la même manière. Vous saviez, on serait combien? Quelqu'un sait? 290 millions. 290 millions. C'est les États-Unis, grosso modo, en population. Donc, et c'est pas de la folie, c'est exactement la même progression. Bon, vous allez dire, oui, mais vous n'avez pas tenu en compte les deux guerres mondiales. Je pense qu'on n'y aurait pas participé. Bon, alors, ça devient complexe. Est-ce que les deux guerres mondiales auraient eu lieu? Probablement. Mais je pense qu'on n'y aurait pas participé. Parce que, regardez, les Canadiens français, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, en fait, n'ont absolument pas participé à cette guerre-là. Dans la première, ils ont été pris par la conscription. Et la deuxième, bien qu'il n'y ait pas eu de conscription, bon, moi, mon père s'était enrôlé à la Première Guerre mondiale, mais c'était relativement une exception. Ceux qui s'enrôlaient le faisaient à cause de la conscription. Donc, je suis pas sûr qu'on aurait participé. La grippe espagnole, bon point. La grippe espagnole aurait certainement retranché, mais il y aurait eu d'immigration. Et je vais revenir là-dessus, parce que si le royaume reste français, ben, il y aurait eu nécessairement un apport français d'immigration, de colonisation française, qui aurait continué pendant de 1763 jusqu'à aujourd'hui. Bon. Combien, je ne peux pas vous dire, mais il y aurait eu potentiellement. Mais continuons. L'élite. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un territoire où il y a très peu d'élites, sauf le clergé. Alors, évidemment, la principale faiblesse, c'est que côté développement intellectuel, relativement limité. Par ailleurs, c'est vrai que quand vous regardez les facteurs qui ont mené à la Révolution française, il y a d'abord une situation économique difficile en France, c'est clair. Mais pas que. Il y a tous les autres facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, la croissance de la bourgeoisie qui demandait d'avoir un mot à dire et qui finalement n'avait aucun mot à dire à part celui du tiers-État, mais même là, c'était pas trop. Donc, alors, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, mais la Révolution française, c'est une révolution d'abord bourgeoise. Hein, c'est d'abord une révolution bourgeoise. Et donc, mais vous savez, les penseurs des Lumières en Nouvelle-France, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Donc, il n'y avait pas ce courant de pensée-là. Alors, on peut même se poser la question, est-ce que la Révolution française aurait eu lieu? Je pense que oui. La Révolution française aurait eu lieu parce que il y avait trop de vecteurs, je dirais, qui allaient contre l'Ancien Régime dans la société française au XVIIIe siècle. Je ne crois pas qu'il y aurait pu l'éviter. Mais bon. Ceci étant dit, la Nouvelle-France aurait jamais suivi la Révolution française. C'est impossible. C'est strictement impossible.
Pourquoi? Ben parce que vous n'avez pas d'intellectuels de type lumière, il n'y en a aucun. Deuxièmement, il n'y a pas de bourgeoisie. Aucune. En fait, les seuls nobles qui sont, la seule élite qui est là, c'est une noblesse, mais une noblesse, donc, qui était très peu révolutionnaire, hein. À part Philippe Égalité, il n'y avait pas trop de nobles révolutionnaires. Et, il y avait, et le clergé. Alors que la révolution est profondément anticatholique. Donc, c'est strictement impossible. Donc, pensez-y un peu. Vous auriez eu un territoire français d'Amérique il y a une révolution qui se passe en France, mais où seraient allés les nobles? Ben, très probablement en Nouvelle-France. Très probablement en Nouvelle-France. Ceux qui sont partis pour la Russie, par exemple, seraient probablement partis pour la Nouvelle-France. Et donc, la question du régime se pose. Quel régime aurait lieu en Nouvelle-France? Est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir une translation de la couronne vers le nouveau royaume du Canada? En fait, c'est logique. C'est logique que des descendants Bourbons aient pu décider de continuer et considérer qu'ils aient une légitimité à gouverner la Nouvelle-France. Et quand on continue, l'Église est le pilier de l'Ancien Régime, et c'était essentiellement un des piliers de l'Ancien Régime. Le régime seigneurial est la division foncière. Donc, les colons vivent sur des terres qui sont de régimes seigneuriaux. Donc, pour les paysans, ça n'aurait absolument rien changé. Ça aurait été simplement une continuation de l'histoire. Les coutumes sont déjà en place. Il n'y aurait eu aucune résistance interne. Aucune. Zéro. Rien. Aucune résistance. Vous allez dire, oui, mais parlez-nous des patriotes. Oui, mais attendez, les patriotes, c'est une réaction essentiellement au régime anglais. Hein? Puis on pourrait rentrer là-dedans. Alors, évidemment, il y avait toutes sortes de oiseaux là-dedans qui étaient... en passant par Papineau lui-même, hein, qui était très anticlérical, etc. Mais on est 80 ans après la chute. Hein. On a 2 générations et demie qui ont passé depuis la conquête britannique. Donc, c'est quand même un autre monde. Donc, la taille complètement délirante du territoire aurait favorisé une décentralisation par le régime seigneurial, ce qui fait qu'on aurait probablement eu un royaume qui aurait ressemblé plus au royaume de Saint-Louis qu'au royaume de Louis XIV. Parce que impossible à concentrer le pouvoir, ou à peu près, c'est trop grand. Bon. Alors, vous allez dire, oui, mais il y avait quand même plus de 2 millions de personnes qui étaient sur la côte, puis qui auraient voulu pousser aussi dans cette direction-là. Je vous l'accorde. Mais avec la progression, ça aurait donné probablement des guerres intéressantes. Mais avec la progression de la population de ce nouveau territoire-là, qu'il y aurait eu une résistance qui aurait été vraiment très importante. Et probablement que ça aurait interagi de façon différente. Bon. Chrétienté. Donc, 3e vecteur. Donc, ça aurait été la première puissance catholique du monde, avec une telle croissance. Sous une double influence, donc jésuite, essentiellement, du jansénisme, mais, comme je vous dis, passablement moindre, un clergé qui est non gallican, largement ultramontain, plus tard, qui venait ça vient des jésuites, en fait. Et tridentin, c'est-à-dire extrêmement pro-réforme, pro-réforme tridentine. Quand je vous dis l'architecture tridentine, l'architecture contre-réforme, se retrouve dans plein d'églises. Allez voir à Québec l'église des petites sœurs là, des Ursulines, la chapelle des Ursulines qui est absolument sublime, mais c'est pas plus bel exemple d'architecture contre-réforme. Et ça, c'est très intéressant parce que le droit aurait continué à évoluer dans un droit de chrétienté. Et c'est super intéressant quand vous regardez ça parce que même aujourd'hui, alors que Dieu sait qu'on n'est plus en chrétienté, mais vous avez des lois qui sont des lois fondamentalement catho. Regardez la question de la loi du bon samaritain. La loi du bon samaritain, non seulement le nom, mais quel est le contenu? Mais c'est fascinant parce que moi, quand on a fait la formation de la Croix-Rouge, il nous disait, au Québec, si vous rencontrez quelqu'un qui est inconscient, vous devez vous en occuper. Et si vous ne vous en occupez pas, vous êtes
potentiellement tenu légalement responsable. Donc, vous essayez de faire quelque chose, il meurt, vous avez essayé. En Ontario, c'est différent. En Ontario, ça vous prend le consentement. Et tant que vous n'avez pas le consentement, ben vous êtes considéré comme ne l'ayant pas, le consentement. C'est intéressant, hein, comment légalement un citoyen, un badaud, va être responsable. Et c'est intéressant parce qu'il y en a un, c'est une lecture catholique, carrément. Occupe-toi de ton prochain. Et la loi ne vient que l'encadrer, finalement, plutôt que une sorte de, je dirais, habeas corpus, là, où on protège l'individualité, la liberté de chacun. Donc, il y aurait certainement eu un développement du droit de chrétienté. Alors, l'économie, ça, c'est une vraie question parce que c'est une vraie faiblesse de ce royaume-là aussi. Il aurait été, comme je disais, très peu de capitaux, essentiellement basés sur l'agriculture, la pêche, commerce de peau, coupe de bois, et un grand manque de capitaux, comme d'autres, par ailleurs, pays catholiques du genre, la Pologne, entre autres, qui a jamais eu un incroyable apport de capitaux. Bon, la Pologne a été aussi le pays qui s'est fait le plus conquérir de l'histoire de l'humanité. Je pense qu'il y a, à part le Canada, je pense qu'il n'y a pas d'autres pays qui n'ont pas déjà été propriétaires de la Pologne. Tout le monde l'a eu d'une façon. C'est un peu comme l'Égypte. Tout le monde était propriétaire de l'Égypte à un moment donné. Et le Portugal aussi, bien que le Portugal était une puissance et eux avaient des capitaux autrefois, mais dans sa plus grande. Donc, c'est sûr que économiquement, ça aurait été une économie peut-être plus fragile. Puis les relations avec les Autochtones auraient probablement continué à évoluer vers une assimilation par le baptême, je pense, en fait. Évidemment, il n'y aurait pas eu de réserve, parce que les Français n'ont jamais fait ça, en Nouvelle-France, parce que quand vous lisez, très intéressant, quand vous lisez Charles de Foucault sur l'attitude des Français avec les Bédouins dans le désert, il ne sait plus à quel sens vouer. Il dit c'est épouvantable comment les Français se comportent, et s'ils se comportaient comme des chrétiens, les autres auraient envie de devenir comme nous, mais ils se comportent comme des sauvages. Et donc, bref, si on met tout ça, puis j'arrive à la fin, je m'excuse, je suis long, mais... Donc, si on arrive à la fin, ça aurait pu donner quoi? Ben, le premier royaume catholique du monde, fort de près de 300 millions d'âmes, avec la moitié de l'Amérique du Nord. Bon, grosso modo, comme je vous dis, je suis conscient du fait qu'il y avait un vecteur qui poussait sur la côte. Une économie primaire, commerce de matières premières, donc qui vivant en paix hors des grands conflits mondiaux. Je ne vous dis pas qu'on n'aurait pas eu des conflits à l'interne, hein, ça c'est clair. C'est ce que Louis XIV et Louis XV ont échangé contre l'accès à des zones de pêche. Parce qu'à la fois au niveau du traité d'Utrecht et à la fois lors du traité de Paris, on a essayé de garder l'accès aux poissons. Et on a abandonné, hélas, la population. Et donc, on peut réellement parler de... Et c'est fou parce que Louis XIV, qui rêvait d'une couronne commune de l'Espagne et de la France, aurait probablement sauvé sa couronne. Celle de ses descendants aurait probablement sauvé... J'avais l'image de Elon Musk avec Mars, là, mais ça aurait été le Mars de Louis XV de la Nouvelle-France, en permettant d'aller transférer la couronne. Là. Donc, pourquoi réfléchir à des choses comme ça en disant, mais ça vous tente pas de penser à d'autres choses plus utiles? Pourquoi réfléchir à des choses comme ça? Il y a une très belle phrase qui est tirée d'une de mes séries favorites. C'est pas ma série favorite. Les belles histoires des pays d'en haut. Qui est tellement, tellement belle. Bon, mes enfants trouvent que des fois c'est plate, mais moi je trouve ça beau. Et il y a une fameuse phrase où on voit le curé Labelle, le fameux curé Labelle qui était sous-ministre de la colonisation, puis qui était curé de Saint-Jérôme. Puis dans un des épisodes, il pointe le nord de Montréal, puis il dit « Ah, mes montagnes, mes rivières, mes villages. » Vous dites « mes villages, mes montagnes, mes rivières. » Vous dites « mon, c'est à vous ça, curé? » Puis il a fait « Ben voyons, donc. On dit ben ma femme, mon mari, mon pays. Quand on aime, on dit mon. » Je pense que si Louis XIV et Louis XV avaient mieux aimé leur Nouvelle-France et leur sujet de Nouvelle-France, les fruits auraient été sublimes. Évidemment, on ne peut pas tous les comprendre, mais je crois que ça aurait été
Une excellente idée. Donc, la question ne se pose plus tellement pour nous, hein, pour eux, pardon, mais pour nous. History matters, disait Douglas North. Le présent influence le futur, puisque le présent est l'histoire du futur. Hein? Ça va, ça? Vous avez compris? Le présent, c'est l'histoire du futur. Hein? Ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être l'histoire de nos descendants. Si nous aimons aujourd'hui notre pays, nos actes cohérents auront une portée dans l'ombre de l'éternité. Célébrer le passé, c'est nourrir l'amour du futur. Et j'aimerais vous laisser avec un très beau poème de Louis Fréchette, un extrait d'un poème de Louis Fréchette qui dit « Ô mon pays, au cours des siècles qui vont naître, puissent tes fiers enfants ne jamais méconnaître les humbles ouvriers de tes futurs destins. Ils furent les premiers défricheurs de la lande, qu'on réserve toujours la plus fraîche guirlande pour ces vaillants des jours lointains. » Merci beaucoup.